Europe 1, 7h moins le quart, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Sophie Larvoyer pour Le Monde et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Alors je suis sûr que vous vous souvenez de ça. Bah Manu, tu descends. Pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Pourquoi faire? C'est Écoute, on va évidemment voir, je sais pas. le sketch des inconnus qui est repris en une ce matin de Libération, qui titre donc « Eh Manu, tu redescends » comme un avertissement à Emmanuel Macron. Le quotidien qui s'interroge pourquoi ça flotte depuis son discours raté de dimanche soir. Le leader d'En Marche peine à rassembler un large front anti-Le Pen. Un retard à l'allumage qui alimente les critiques envers un candidat parfois soupçonné de manquer d'épaisseur, analyse Libé. Il faut dire qu'il a en face de lui une candidate dont aujourd'hui en France se demande si elle est devenue normale. Oui, la dédiabolisation semble fonctionner. La qualification de Marine Le Pen accueillie dans une indifférence quasi générale, comme si de rien n'était écrit aujourd'hui. Sur la même thématique, CNews Matin s'interroge. Quel front face au front? Une partie de la réponse se trouve en une de l'opinion qui titre « La tentation du sans-nous ». Abstention, vote blanc ou nul. Par stratégie, par dégoût, par désintérêt, les électeurs pourraient bouder le second tour. Toujours aussi peu clair, l'Humanité est devenue l'organe officiel de Jean-Luc Mélenchon qui titre « Le vote anti-Le Pen sans chèque en blanc à Macron ». Le FN qui a un nouveau président par intérim, il s'appelle Jean-François Jalc, président dont aujourd'hui en France nous révèle qu'en 2005, il se posait à haute voix un certain nombre de questions au sujet de l'utilisation du Zyklon B dans les chambres à gaz. Jalc, par ailleurs mis en examen en mai 2015, notamment pour escroquerie et abus de confiance dans les affaires visant le financement de sa famille politique. Le Figaro partage sa une entre la politique, comment Macron cherche des soutiens à droite, et l'hommage de la nation à Xavier Jugelé, victime du terrorisme. 20 minutes revient aussi sur l'émouvant hommage rendu aux policiers victimes du terrorisme, notamment par son compagnon. Je souffre sans haine, a déclaré Étienne Cardilès, impressionnant de dignité. Je suis rentré le soir sans toi, avec une douleur extrême et profonde, qui s'apaisera peut-être un jour, je l'ignore. Avant de conclure, restons tous dignes, veillons à la paix. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Et justement, après cet hommage, Lyon Républicaine donne la parole à des policiers. 3 témoignages anonymes dont ressort un sentiment d'être devenu une cible, une importante charge de travail et aussi un besoin de reconnaissance. Haro sur les mégots criminels dans Sud-Ouest. Les mégots criminels, exactement. Le concessionnaire de l'A63 et une association s'allient après les récents incendies en Gironde. Une campagne de prévention est lancée pour alerter les fumeurs qui ont pris la très mauvaise habitude de jeter leurs mégots par les fenêtres. Et puis 2 stades, 2 villes, 2 journaux et un même espoir, accueillir une demi-finale de la Coupe Davis. Ce sera France-Serbie en septembre prochain. La Voix du Nord et la Provence mettent à la une les candidatures du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq et du Vélodrome à Marseille pour accueillir l'événement. Décision attendue début mai. En tout cas, que ce soit à un endroit ou l'autre, ça sera une très belle fête. L'histoire du jour nous projette vers le 1er mai. Et le 1er mai, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. Le muguet. C'est muguet, exactement Julie. Chacun cherche son brin le 1er mai. Et le filon est tel que désormais, une véritable mafia tente de l'exploiter. C'est en tout cas ce que dénonce le président de la Chambre artisanale des fleuristes du Nord dans Aujourd'hui en France. Olivier Turblin parle même de Muguet Connection. Et il vient de demander aux quelques 600 maires du département de réglementer la vente lundi prochain. Dans le collimateur, tous ces revendeurs, vous savez, qui s'installent un peu partout le 1er mai, eux on achètent... a le droit, je crois, le 1er mai normalement, non? On a le droit, c'est ce que précise justement le président de la Chambre artisanale. Il précise que le muguet sauvage peut être vendu, le muguet de jardin, donc celui qu'on ramasse dans le jardin, dans les sous-bois, il peut être vendu, mais sans emballage et avec aucune autre fleur. D'accord. Pour ça, c'est OK. Pour le reste, c'est très réglementé. Et tous ceux qui achètent ce muguet disent le fleuriste de mauvaise qualité, qu'il paie 3 fois moins cher que le meilleur prix des fleuristes chez les grossistes. Eh bien, ça fait une concurrence déloyale au final dans un secteur déjà durement éprouvé. Un appel d'ores et déjà entendu par certains maires. À Tourcoing, par exemple, un arrêté prévoit désormais une amende de 750 € pour le 1er mai prochain. Eh ben dis donc, c'est donc à lire ça dans les pages régions. C'est dans les pages régions exactement d'Aujourd'hui en France. Merci beaucoup Marion Calais. Alors, vous êtes surprenante Sophie Larmoyer, parce que souvent vous nous parlez du monde, de ses désordres, de sujets importants. On se dit là c'est du sérieux avec Sophie. Et puis là d'un coup, Oui, c'est du sérieux. ce matin on va vers le Japon, confronté à une pénurie qui fait c'est vrai couler beaucoup d'encre là-bas. Les Nippons sont à court de chips et vous nous dites que c'est grave. Mais oui, c'est grave puisqu'on en parle bien au-delà de la presse japonaise. Même le très sérieux américain Wall Street Journal s'en est ému avec
avec cet article « La panique des patates au Japon ». Avec un titre comme ça sonne tout de suite sérieux, quoi. Explication dans les pages de la revue asiatique Nikkei. Le Japon fait face à une pénurie de pommes de terre. La récolte très médiocre à Hokkaido, la grande île du nord de l'archipel, frappe durement les fabricants de chips. Hokkaido produit 80% des patates nippones. Or, l'île a subi en août dernier 2 typhons et un temps exécrable. Les répercussions se font sentir maintenant. Et donc, il y a 10 jours, gros titre, Calbee, le fabricant qui truste les 3/4 du marché japonais de la chips, annonçait qu'il suspendait la distribution de 33 variétés de chips. Bon, mais ok, moins de chips, c'est moins de cholestérol. Est-ce que c'est vraiment si grave? C'est quelque chose qui nous échappe là ou pas? Mais Thomas, c'est le drame. Vous ne mesurez pas l'importance de ce qu'on appelle les snacks au Japon, à commencer par les chips. Le Japan Times nous explique même qu'il y a un grand show télé en prime time sur la chaîne Asahi. 2 heures de programme pour élire les meilleurs snacks auprès de 10 000 consommateurs. Et donc à l'annonce de la pénurie, les gens sont vite allés dans les magasins pour faire des stocks. Il n'y a pas eu d'émeute, entendons-nous bien, mais les réseaux sociaux frémissent de photos d'étalages vides dans les boutiques et certains paquets, goût pizza semble-t-il, se sont vendus sur la toile 6 fois le prix quand même pour des chips. Mais attendez, il n'y a pas moyen d'importer quelques pommes de terre, non? Alors apparemment, les pommes de terre américaines ont été jugées pas assez bonnes, mais surtout, il y a des obstacles réglementaires. Les volumes d'importation du légume sont limités. Donc la compagnie Calbee a demandé aux producteurs de l'île du Sud, Kyushu, s'ils ne pouvaient pas récolter un peu plus tôt. Enfin voilà, protectionnisme plus 1 ou 2 petits cyclones, ça vous donne ce qu'on appelle là-bas la crise de la patate. Et c'est l'occasion pour certains Japonais de s'apercevoir qu'ils sont totalement accros aux chips. C'est étonnant, l'émission de télé sur quoi vous dites? Sur le snacking pendant 2 heures, 2 heures en prime time. Comme si chez nous on faisait des émissions sur la pâtisserie, des choses. Jamais. Ça n'arriverait jamais. Eva Rock. Moi, je peux en donner, j'ai des pommes de terre dans mon jardin. Oh, mais votre sens du sacrifice. Mais je ne sais pas s'ils vendent vos pommes de terre surgelées de chez Picard, mais ça on peut leur proposer ce sont toujours. des vrais de mon jardin. On regarde la télé ce soir sur 21h, C8, une émission qui s'appelle Monument. Oui, c'est un nouveau magazine qui est présenté par Guy Lagache qui est consacré aux grands monuments et pour cette première direction la Tour Eiffel. Alors, pour construire un tel édifice, Gustave Eiffel a dû remporter l'appel d'offres de l'exposition universelle en 1889. Son projet de tour était en concurrence avec un autre projet de tour en béton et Eiffel va bénéficier d'un petit coup de main du ministre du Commerce de l'époque. Écoutez le délibéré de l'appel d'offres. Les concurrents devront étudier la possibilité d'élever sur le Champ de Mars une tour en fer. Une tour à base carrée de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur. Comme par hasard, les dimensions imposées sont celles du projet de Gustave Eiffel. Dans les données du concours, il dessine exactement le plan qui est le plan de la Tour Eiffel. Bref, le concours est un concours bidon. Bidon mais remporté. Alors la suite, ça va être un procès avec les riverains, les critiques, une grève des ouvriers, un scandale financier. Enfin qu'importe, elle est là. Et le génie d'Eiffel est d'avoir conçu la tour en fait comme un mécano. Toutes les pièces sont construites à Levallois-Perret et elles sont ensuite montées sur place sur le Champ de Mars. Précision avec notre ami Franck Ferrand. Tout a été ajusté en atelier. Vous avez 18 000 petits modules qui, comme dans un jeu de construction, seront bâtis sur place et qui arrivent déjà construits sur le Champ de Mars. Ça, c'est le secret de la Tour Eiffel et c'est ce qui va faire de Gustave Eiffel sans doute le plus grand constructeur de son temps. Il fait des pauses au milieu de ses phrases, Franck Oui, Ferrand. oui, parce que c'était pour mettre un peu plus de musique. C'est un gros Lego, en fait, la Tour C'est Eiffel. un immense Lego, exactement. Et alors en 1889, quand il y a l'exposition universelle, le succès populaire est au rendez-vous et Eiffel adore mettre en avant dans le livre d'or les mots de Thomas Edison. À Monsieur Eiffel, l'ingénieur, le constructeur courageux d'un spécimen aussi gigantesque et original de l'art moderne, pour qui j'ai la plus grande admiration. Alors c'est une histoire qui est passionnante racontée par Pierre Lescure dont vous avez peut-être reconnu la voix. Exactement, agrémentée d'archives incroyables. Et c'est une histoire qui aurait pu mal finir parce qu'Eiffel avait signé une convention avec l'État fixant à 20 ans l'exploitation de la tour. Après, elle devait être détruite. Et en fait, elle doit son salut à un ingénieur de l'armée qui est venu toquer à la porte d'Eiffel en lui disant « Je suis pionnier de la TSF, j'ai besoin d'un endroit assez élevé pour pouvoir améliorer les communications. » Autant dire que les 324 mètres du monument étaient l'emplacement idéal et la tour Eiffel a été sauvée comme ça. Voilà. Hein. C'est toute proportion gardée. Il y a eu la même polémique avec la pyramide du Louvre. Tout le monde trouvait ça horrible, épouvantable, personne n'en voulait. Tout le monde trouve ça magnifique aujourd'hui. Mais je me demande si ça ne va pas faire l'objet aussi d'un documentaire par la suite dans la même collection. Ah voilà, collection qui s'appelle donc Monument, c'est sur C8 et c'est à 21h ce soir. Julie, dans le Grand Direct des Médias. Bien sûr, de ce documentaire dans le Grand Direct des Médias. Mais on recevra aussi Hervé Bérou, le directeur général de BFM TV, pour le dispositif de la chaîne pour la présidentielle. Eh bien tout ça est noté. Merci les kiosquières.